Tout commence par la fin d'autre chose. L'infini est une chose très compliquée à imaginer pour nous. Mais il semble également tout aussi difficile d'imaginer qu'il y a eu un jour où hier n'existait pas, où le temps et l'espace n'ont pas toujours été là. Sur cette Terre, une fois que nous, les êtres humains, nous avons acquis une certaine compréhension de notre environnement, la question qui s'est assez rapidement présentée à nous, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant, et encore avant ça. Avant moi, avant mes parents, avant ma famille, avant les hommes, avant les mammifères, les plantes terrestres, les poissons, les bactéries, la Terre et éventuellement avant l'univers. L'origine de tout reste à ce jour encore et toujours un mystère, mais un mystère dont la science se rapproche un petit peu plus chaque jour, au fur et à mesure de nos découvertes que le temps passe et que la recherche avance. Tout au long de la résolution de ce mystère, nous trouvons de très nombreuses réponses intermédiaires, qui nous permettent de comprendre à chaque fois un petit peu mieux d'où nous venons. Certaines réponses sont millénaires, certaines n'étaient pas connues quand je suis né, d'autres viennent tout juste d'être découvertes. Et parmi celles que nous connaissons aujourd'hui, certaines deviendront fatalement obsolètes grâce à l'acquisition de nouvelles connaissances. Mais c'est réellement une époque particulièrement passionnante et merveilleuse pour être en vie. Surtout si vous êtes curieux des mystères que révèle la science sur la vie et l'univers, car vous êtes au bon endroit, au bon moment. Notre système solaire, il y a 5 milliards d'années, n'était qu'un nuage épais de gaz et de poussière interstellaire. Il était composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium, ainsi que d'une petite quantité d'atomes plus lourds. Ceux-ci avaient été créés par plusieurs autres générations d'étoiles plus anciennes qui s'étaient formées à l'origine dans l'univers primordial. L'univers primordial était également constitué essentiellement d'hélium et d'hydrogène, et d'une faible quantité de lithium. Ces éléments sont à l'origine de tout ce qui existe dans l'univers. Ici, pas de carbone, d'oxygène, d'azote comme support de la vie, et bien entendu, encore moins de fer. Mais tout cela allait changer, car à partir du moment où la gravité avait commencé son œuvre, probablement au niveau de l'échelle de Planck, lors de la formation de l'univers, et quand les conditions ont été favorables, les premiers atomes les plus proches les uns des autres ont commencé à se rassembler, formant les premiers amas de matière. La voie était alors toute tracée pour la création des premières étoiles. Arrivées à la fin de leur cycle de vie, qu'on estime à 1 million d'années, ces premières étoiles de population de 3, d'une masse 300 à 400 fois plus importante que notre Soleil, ont progressivement disséminé des particules plus complexes et plus lourdes, fécondant ainsi l'univers, préparant le terrain pour les étoiles de deuxième génération, que l'on peut encore observer de nos jours dans l'univers profond, qui elles-mêmes ont pavé le chemin pour les étoiles de population 1, comme notre Soleil, qui contient par exemple du fer, alors qu'il n'en produira jamais, n'étant pas assez massif. Bien entendu, au préalable, l'existence de l'espace-temps et des premiers atomes de matière était nécessaire pour tout ce qui va suivre. Mais ça, je le réserve pour un autre moment, pour une autre histoire. Les étoiles sont donc le résultat de processus naturels à la fois physiques et chimiques. Pour simplifier, c'est l'effondrement d'un nuage sur lui-même. C'est ce qu'on appelle l'accrétion. Chaque particule attirant ses voisines les plus proches, qui, en devenant de plus en plus massives, sont capables d'attirer à elles toujours plus de matière, de plus en plus éloignée, grâce à la force de gravité, qui est l'une des 4 forces fondamentales. Et par fondamentale, on entend que ce sont les forces connues, mesurables, assez bien comprises, qui gouvernent les lois de l'univers. Je commence donc ici par la gravité, car il y a beaucoup à dire et je n'en ferai pas le tour aujourd'hui. De plus, elle est au cœur de recherches qui sont à la pointe de ce qui se fait dans de nombreuses disciplines. Assez contre-intuitivement, c'est celle que les esprits profanes, comme le mien, se représentent le mieux. Car on passe tous une grande partie des premières années de notre vie à essayer de la maîtriser. Paradoxalement, c'est celle qu'on comprend le moins bien, son origine n'étant pas tout à fait claire. Palpable, mais incomprise. C'est sans doute pour ça qu'elle est la plus passionnante selon moi. Pour finir, elle est en grande partie responsable de l'existence de la source d'énergie, sans qui la vie, telle qu'on la connaît, la mienne comme la vôtre, serait totalement impossible. Donc, revenons à nos nuages. Probablement à cause d'une perturbation extérieure, comme par exemple une supernova, l'équilibre d'un nuage est perturbé. À l'intérieur de ce nuage, la matière s'agrège à plusieurs endroits pour former ce qu'on appelle des cœurs protostellaires, car plusieurs étoiles se forment généralement en même temps. En parallèle, le nuage se fragmente, car une bataille s'engage entre différentes forces. Et bien entendu, toute la matière ne s'effondre pas au même endroit. Les processus physiques complexes engagés qui expliquent ce phénomène vont au-delà du niveau de cette vidéo, et j'y reviendrai peut-être une autre fois. Les cœurs protostellaires sont donc les régions dans un nuage où la densité de matière est tellement importante
que l'équilibre hydrostatique est rompu. Ce processus, pour notre étoile, le Soleil, a duré autour de 100 000 ans. Par la suite, une proto-étoile naît lorsque le processus de fragmentation du nuage n'est plus possible, mais que la contraction gravitationnelle, elle, continue. Ce qui fait monter la température et la luminosité de la future étoile par réaction thermodynamique. Un disque protoplanétaire commence alors à se former. Si jamais vous avez déjà comprimé de l'air avec une pompe à vélo, puis touché le cylindre pour constater qu'il était chaud, c'est une illustration qui vous montre la transformation d'une source d'énergie par compression en chaleur. Ce n'est donc pas encore la fusion nucléaire qui réchauffe la protoétoile, mais le frottement des molécules qui s'entrechoquent par gravité, et la force exercée sur les atomes qui augmente. Par la suite, pendant un temps, de manière un peu contre-intuitive, la protoétoile va devenir de plus en plus sombre. Elle semble avoir disparu. Le rayonnement initial est finalement bloqué par la quantité astronomique de poussière attirée qui se densifie autour du cœur. Puis, quand la pression au centre de gravité de la future étoile est si forte qu'elle atteint 150 fois celle de l'eau, c'est-à-dire 150 grammes par centimètre cube, et que la température en son cœur atteint 15 millions de degrés Kelvin, le processus de fusion nucléaire commence. Elle deviendra officiellement une étoile quand ce ne sont plus les chocs entre les atomes qui l'illuminent, mais la réaction nucléaire. L'étoile va continuer à grossir en captant une partie de la matière qui l'entoure et une partie du disque d'accrétion. Une étoile, voire plusieurs étoiles, et leurs systèmes planétaires sont en train de naître. Nous avons donc maintenant une source d'énergie pour l'apparition de la vie. Mais comment elle fonctionne et comment crée-t-on des éléments plus complexes? Nous avons vu qu'au centre de l'étoile, la pression est gigantesque. Les atomes d'hydrogène sont si nombreux et si densément compactés que sous leur propre masse, grâce à la gravité, ils fusionnent. Notre étoile, à ce stade de sa vie, après 4,6 milliards d'années, va encore entretenir la fusion de l'hydrogène pendant 4 milliards d'années. C'est un processus en 3 étapes sans lequel nous ne serions pas ici aujourd'hui, ni vous, ni moi. Chaque seconde, 632,6 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en 628,3 millions de tonnes d'hélium. La différence de masse est transformée en énergie selon la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2. Cette énergie, vous et moi, nous l'utilisons pour survivre, ainsi que la plupart des choses vivantes, depuis quasiment l'origine de la vie sur Terre. Comme le disait le grand chimiste Antoine Lavoisier il y a bientôt 250 ans, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, regardons ensemble comment se déroule la transformation de l'hydrogène en hélium. Elle se fait donc en 3 étapes. Lors de la première étape, 2 protons interagissent pour former un deutéron, c'est un noyau de deutérium. Au cours de ce processus, un proton est transformé en neutron, en émettant donc un positron, ou un électron à charge positive, et un neutrino. C'est une particule de la même famille que l'électron, transportant de l'énergie, mais de masse extrêmement faible. Lors de la deuxième étape, un deutéron se combine avec un proton pour former de l'hélium 3, en libérant de l'énergie sous forme de rayonnement gamma, ou un photon. Lors de la troisième étape, 2 noyaux d'hélium 3 fusionnent pour former de l'hélium 4, en éjectant 2 protons. On comprend bien ici que chaque étape de l'évolution de l'univers et de ce qu'il contient a permis une complexification et une diversification de ce qui venait après, ajoutant une pièce de plus au grand puzzle de la vie, offrant au fur et à mesure du temps de nouvelles possibilités. À l'intérieur des disques protoplanétaires, en rotation autour de nos jeunes étoiles, un certain nombre de futures possibilités sont en marche. Autour du Soleil, des agrégats de matière, appelés poussières, cailloux, astéroïdes, comètes ou planétésimaux, sont en train de s'y former, prémisse à la formation des futures planètes du système solaire. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois. Dans un souci de simplification, j'ai laissé pas mal de choses en suspens. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires s'il y a des détails, où vous voudriez plus d'informations, ou des éléments que vous voudriez me voir traiter dans une future vidéo. Un certain nombre de choses dans les mécanismes de création et d'évolution de l'univers sont parfaitement bien comprises et maîtrisées par l'état de nos connaissances actuelles. Néanmoins, il y a des phases, ou bien il y a certains détails qui nous manquent parfois pour avoir une image vraiment complète de ce qui s'est passé. Il arrive que nous ayons seulement des hypothèses, d'autres fois nous avons des théories, et parfois on ne sait carrément pas. Mais il faut bien comprendre que même si nous avons donc des théories, voire seulement des hypothèses qui ne sont donc pas prouvées, ça ne veut pas dire qu'elles sont issues de l'imagination des scientifiques. Elles s'appuient en réalité sur des faits, des probabilités, des calculs et des formules mathématiques qui sont prouvées. Elles sont donc élaborées comme les plus probables ou les plus sûres pour expliquer le résultat obtenu en l'absence
ou dans l'attente de preuves ou d'éléments concrets venant les prouver ou les contredire. Ne pas savoir, c'est l'essence même de la recherche, elle est à la base de toute science. C'est le premier pas vers une réponse. Je vous remercie d'avoir regardé, si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié cette vidéo. Alors ne soyez pas timide, allez-y liker. Et tant que vous êtes en bas, si vous avez apprécié ce genre de contenu, abonnez-vous. Je reviens tous les 15 jours avec un nouveau sujet. Vous pouvez aussi me faire parvenir vos remarques ou me poser vos questions dans la section commentaires en dessous, ou bien par mail ou encore via les réseaux sociaux. Si jamais une de vos questions est sélectionnée, votre nom apparaîtra dans une de mes vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour démêler les connaissances. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres.